Bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on accueille Sophie Flamand, qui va vous inspirer de son parcours. On va parler reconversion professionnelle, on va parler séparation, on va parler grand rêve, puisqu'elle est à la tête d'une ONG. Donc, elle va vous parler de ça. On va grandir ensemble sur un sujet qui est le don de soi, qui est le don financier, qui est le dévouement à une cause qui est parfois bien plus grande que nous et qui vient nous appeler dans notre cœur. Donc, merci d'être là, Sophie. Je suis très, très heureuse de te recevoir dans ce podcast. Je suis sûre que tu vas nous amener plein, plein, plein d'informations. Comment vas-tu? Je vais très bien et merci beaucoup de m'accueillir pour parler de mon parcours. Merci Samantha. Eh ben, avec grand plaisir. Tu as un profil atypique et c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que tu as fait une reconversion professionnelle, tu es anciennement tu vas tout nous dire en fait. Alors dis-nous quel est ton âge, est-ce que tu es maman, d'où tu pars. Là aujourd'hui tu es coach et RH indépendante, tu es à la tête de cette ONG. Raconte-nous comment ça s'est passé, parce que je crois que tu as une quarantaine d'années maintenant, donc on dit que c'est le meilleur âge de la femme, hein, ça y est, hein, on est du côté obscur de la force. Donc dis-moi qu'est-ce qui s'est passé sur ton parcours, qu'est-ce que tu faisais avant et quel a été le grand déclic qui a fait que tu as viré totalement de bord. Ok, alors, donc je suis maman d'un petit garçon qui a 11 ans, qui s'appelle Lucas. J'ai 40 ans, c'est juste, et mon parcours est un parcours d'avocate. Donc j'ai commencé mes études de droit, j'ai été avocate, ça n'a pas duré très longtemps. Et ensuite, je suis partie en entreprise, donc j'ai été juriste en droit social et j'ai été également la grande majorité de ma carrière DRH dans des entreprises du secteur spatial. On va dire l'événement déclencheur de cette reconversion et de ce qui a chamboulé ma vie, c'est avant tout le décès de mon père en 2020, qui a été un énorme choc pour moi. Donc à ce moment-là, j'étais DRH dans une société d'à peu près 500 personnes. Et ça m'a fait me poser énormément de questions, des questions sur pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce job, est-ce que ça me nourrit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Mon père, quand il est mort, il avait pris sa retraite quelques mois avant et il nous avait dit qu'il avait été stressé toute sa vie par son job. Donc, il était commissaire aux comptes et expert comptable. Il avait aimé son travail, mais il n'avait pas fait le métier de ses rêves. Et à côté de ça, il était engagé dans plein d'associations, dans plein de causes. Et moi, ça m'a beaucoup interrogée sur, et moi, si là, je devais faire un bilan de ma vie, donc un petit peu ma crise de la quarantaine, si je devais faire un petit peu un bilan de ma vie, euh, est-ce que je serais satisfaite et est-ce que si je pouvais changer quelque chose, je changerais quelque chose? Et donc, je suis rentrée dans un processus un peu compliqué. Donc, ça, c'était en 2020. En 2021, j'ai vécu vraiment une dépression profonde. Euh, Suite au cette décès, dépression, suite au décès pardon? de ton papa? Ouais, suite au décès de mon papa, en fait, vraiment une perte de repère. Voilà. Et puis, j'ai compris, en fait, que mes parents n'étaient pas éternels. Je crois que je le savais, mais je crois que j'avais un peu cette impression que mes parents seraient toujours là pour m'accompagner. Et mon père, on avait une relation un petit peu je t'aime moi non plus. On se ressemblait beaucoup en fait. Et au moment où il est mort, on venait de se rapprocher beaucoup. Il me donnait beaucoup de conseils. Donc je me suis sentie seule en fait. Je me suis sentie très seule. Et à ce moment-là, je me suis aussi sentie très seule pour faire mon deuil, si on peut, entre guillemets, pour faire mon deuil. Euh, j'étais mariée à ce moment-là et j'ai pas trouvé le soutien dont j'avais besoin, clairement. Et dans ma dépression, j'ai eu des idées suicidaires. J'avais vraiment envie de disparaître. Et ce qui m'a fait tenir bon, bah, c'était mon fils. Et je me suis dit, tu peux pas faire ça à ton petit garçon. Et j'avais, en fait, je pense en moi cet élan vital, ce truc au fond là de non, t'abandonnes pas, quoi. T'y vas. Du coup, j'ai expérimenté. Alors, je suis pas allée voir un psy. La première chose que j'ai faite, c'est une retraite où je suis allée prendre de l'ayahuasca. T'as Ouais, commencé par... ouais, t'as fait ouais, fort. moi, j'ai commencé par un peu le truc extrême. Et ben en fait, aujourd'hui, je peux le dire vraiment, ça m'a sauvée. Ça veut dire que ça m'a remis sur les rails de reprends le contrôle de ta vie et décide ce que tu veux faire et choisis.
Alors Donc attends, après, j'ai eu... attends Sophie, Oui, j'ai juste une question parce que j'avais pas prévu de poser cette question-là, mais les auditeurs du podcast, ils sont très très habitués à ce genre de questions qui arrivent complètement comme un cheveu sur la soupe. Mais concrètement, moi j'ai une audience, tu sais, on est des femmes, on se reconstruit, on se relève de toutes les situations. Donc là, tu es clairement dans cette démarche-là. exactement. Et forcément, il y a un accès à la spiritualité à un moment donné qui se fait et se pose la question du chamanisme et de l'ayahuasca. Juste en 2 minutes, même pas, il paraît, parce que du coup je ne sais pas, parce que j'ai pas expérimenté, il paraît que tu vas dans des extrêmes avec l'ayahuasca et que parfois tu vis vraiment une mort intense et que c'est pour ça qu'il y a une renaissance. C'est quoi, ça a été quoi, toi, ton expérience de l'ayahuasca, concrètement? En fait, Concrètement. ouais, quand tu t'apprêtes à faire une cérémonie d'ayahuasca, tu poses une intention. Et c'est vrai que dans le chemin de la spiritualité, souvent l'intention est quelque chose d'extrêmement important avant toute pratique. Moi, j'avais posé l'intention de retrouver ma lumière. J'avais l'impression que tout en moi était dans le noir. Je me sentais dans le noir. J'étais perdue, comme la petite fille en moi perdue dans le noir. Et la première cérémonie que j'ai faite, elle a été très douce. J'ai pas ressenti de mort. C'était pas une mort pour renaître, mais en fait, donc l'ayahuasca a des effets psychédéliques et c'est une conversation avec soi-même. En fait, c'est un voyage intérieur, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux et on est avec soi-même. Et moi, j'ai vu dans mes mains de la lumière. J'ai vu une boule de lumière dont je me suis enduite. Voilà. Et en fait, j'ai eu l'impression de revivre, mais comme si j'étais déjà morte et que je pouvais renaître. Et en fait, les cérémonies suivantes, donc j'ai fait 3 retraites d'ayahuasca, Quand où même, j'ai fait une dizaine de cérémonies. t'aimes ça? Chaque fois, j'allais, ouais, chaque fois, j'allais un peu plus loin. Chaque fois, j'allais un peu plus loin et j'ai vécu des moments où effectivement, j'ai eu l'impression de mourir plusieurs fois pendant la nuit, hein, parce que ça dure plusieurs heures. J'avais l'impression de, par exemple, de m'étouffer et de renaître, de m'étouffer, de revivre, de m'étouffer, de revivre, comme ça pendant toute la nuit. Mais il y a toujours quelque chose à retirer de ça. Et moi, ce que j'en ai retenu, indépendamment de l'expérience en elle-même, des effets psychédéliques, j'ai retenu aussi et j'ai compris que si je voulais vraiment avancer dans ma vie et guérir quelque chose, il fallait que j'aille voir ce qu'il y avait de noir en moi. Faut toucher l'ombre pour aller voir la lumière. Exactement, exactement. Et c'est à ça que je me suis confrontée. Et ça n'a pas été un chemin qui a duré quelques semaines, ça a duré un petit moment. J'ai aussi expérimenté des retraites entre femmes ou des retraites spirituelles avec des pratiques comme le breathwork, qui est une pratique que j'aime beaucoup. J'ai fait des bains froids, j'ai fait une retraite de bains froids. J'ai j'ai beaucoup connecté à la spiritualité à ce moment-là. Ça m'a beaucoup aidé à aller sur mon chemin et surtout à trouver un petit peu ma voie. Et il y a un moment où j'ai voulu expérimenter encore autre chose et je me suis dit, j'ai compris enfin que si je voulais avancer, il fallait que je sois aidée. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui soit avaient vécu des choses comme je vivais, soit avaient des compétences que à l'époque, moi, je n'avais pas. Et donc, je me suis fait aider. J'ai pris un coach en reconversion. À ce moment-là, donc j'étais toujours DRH dans l'entreprise du spatial et j'avais été nommée secrétaire générale et j'étais aussi directrice de l'établissement. Donc j'étais super multitâche. Mais je sentais de plus en plus que je commençais à être un peu en opposition avec la direction, j'avais du mal à trouver du sens et à être alignée en fait avec les positions. Et ce coaching, il a duré 5 séances et dès la première séance, voilà, il était génial le coach et dès la première séance, ça a confirmé que ce que je voulais faire, c'était de l'humanitaire. Hmm. Tout de suite en fait. Ça veut dire c'est le premier truc qui est venu. Et ce coach, aller jusqu'à ben, m'aider à faire le plan d'action. Comment on fait pour faire de l'humanitaire? Ben, évidemment, il fallait que je quitte ma boîte, que je me trouve une formation. Au début, pour Parce qu'il y a une juste pour pouvoir formation. Il y a une Ouais, formation qui te permet ouais, Ah ouais, ouais. intéressant. En fait, au début, moi, je me suis dit, j'ai déjà de l'expérience, j'ai des diplômes, j'ai de l'expérience. Je vais essayer de trouver un poste de RH dans une ONG. Personne n'a voulu de moi. Trop diplômée, trop haut niveau en fait. Alors que moi, je visais dans les ONG des postes, j'étais prête à diviser mon salaire par 3, aller être assistante RH même. Mais non, ils me voyaient comme un potentiel problème pour l'avenir, quoi. Ils m'ont dit, mais vous allez vous ennuyer.
alors que j'étais vraiment prête à le faire. Donc, du coup, je me suis dit, je vais me former. J'ai repéré une école qui est à Lyon. C'est une école qui s'appelle Bioforce et qui ne forme que les humanitaires. C'est une école pour les humanitaires. Mais à ce moment-là, j'ai été confrontée à une problématique qui était, ben moi, je suis toulousaine. Et ma problématique, c'était que je devais partir pendant 3 mois à Lyon. Hmm. J'avais jamais fait ça. J'avais mon fils, Avec ton j'avais fils, mon ouais. mari. Ouais, j'avais mon mari. Néanmoins, c'était vraiment l'appel de c'est ça que je veux faire, quoi. Donc, moult discussions et surtout, j'ai négocié aussi avec mon entreprise pour pouvoir partir. Euh, Ils m'ont laissé partir en comprenant que de toute façon, je changeais en fait de trajectoire et que je m'alignais à ce que je voulais faire. Et la formation chez Bioforce, elle était 1 an après mon départ de l'entreprise. Donc j'avais 1 an devant moi. Je me suis formée au coaching professionnel. Donc j'ai fait une école à Paris, coaching professionnel, l'école Un autre regard, qui m'a vraiment, voilà. C'était aussi pour moi un autre moyen d'apprendre à me connaître, le coaching. C'est vraiment un outil hyper puissant. Et moi, je suis toujours dans cette recherche d'apprendre à me connaître encore plus. Et en attendant ma formation, je suis aussi partie en voyage en Inde. C'était mon voyage de noces. Ah oui. Ouais, c'était mon voyage de noces. Et après mon voyage, je commençais mon école. Donc le voyage était en janvier, mon école a commencé fin mars. Là, j'ai découvert l'Inde. C'était un pays dans lequel je voulais aller depuis, ouais, on va dire mon adolescence, mon enfance. Voilà, j'étais très attirée par ce pays, mais j'avais un peu des scrupules à y amener mon fils et les filles de mon conjoint, qui était donc mon mari. Donc on est parti là-bas et là pour moi ça a été une révélation. Je me suis sentie comme à la maison et particulièrement dans la dernière ville qu'on a visitée qui est donc Varanasi, qu'on appelait avant Bénarès, la ville la plus sacrée de l'hindouisme où il y a des crémations. Enfin voilà, il y a une énergie de fou. Et, euh, et en fait j'y suis retournée. Donc on est rentré de voyage, de noces. Je pense que 3 semaines après j'y retournée toute seule pendant une semaine et après je suis partie dans mon école. J'ai fait mes 3 mois de cours pour la première fois de ma vie. Alors, j'ai toujours été une bonne élève sans trop bosser. Et là, je suis devenue déléguée de classe. C'était drôle. J'avais l'impression de redevenir étudiante. J'avais l'impression d'être une ado. J'étais déléguée de classe. J'ai été majeure de promo. Et en fait, j'étais super impliquée. J'adorais. En fait, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. J'aime ce que j'apprends. C'était génial. Comme Et quoi, en fait, quand on fait quelque chose qu'on aime, on ouais. peut être très bon à l'école. C'est Exactement. juste Non, que... mais exactement. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, avocat, j'ai toujours tout réussi, mais on va dire que je travaillais pas beaucoup. Voilà, c'était pas quelque chose qui me parlait, quoi. Et là, ça a tout changé. Et en fait, pour valider le diplôme, il faut faire 6 mois de mission humanitaire. Donc au début, moi, je me disais, bon, tu es déjà parti 3 mois à l'école, tu feras ta mission humanitaire, bah, tu la feras un peu en Inde quand même, mais surtout en France. Donc genre 1 mois en Inde et le reste, 5 mois en France. Je suis repartie toute seule en Inde en août. Juste après, en fait, en juillet, par départ en vacances en famille. Août, j'ai passé le mois là-bas. Et en fait, quand j'étais là-bas, j'ai pris ma décision de faire 6 mois en Inde. Sauf que il y a Et eu un petit il y a ton fils aussi, non? Il pouvait venir? alors. Non, Ah, non. Et ah. donc, ça a été beaucoup de discussions avec mon fils. Euh, Alors, mon fils, je l'ai fait venir. Il est venu me rejoindre pour des vacances, mais clairement, j'ai passé. En fait, en 2024, j'ai passé 9 mois loin de chez moi. Voilà. Pendant 9 mois, j'ai été loin de chez moi. Et, et je pense que ce que j'en ai retenu, c'est maintenant. En fait, c'est maintenant. Et en fait, moi, j'étais persuadée que en étant en garde alternée, enfin, je m'étais mis énormément de freins, beaucoup de croyances limitantes. Et finalement, mon fils a très bien compris. Il m'a rejoint. La situation, enfin, tout s'est très bien passé en fait pendant que j'étais absente. Et moi, j'étais vraiment très heureuse. J'étais hyper heureuse. J'avais beaucoup mon fils au téléphone. Et quand je suis rentrée, ce qu'il a retenu, mon fils, c'est tout est possible. Hmm. Et je dois croire en mes rêves parce que j'y arriverai en fait. Ah, Parce c'est que j'y beau. arriverai.
Et il a 11 ans, et quand il m'a dit ça, je me suis dit, OK, je peux pas regretter d'être partie et de lui avoir montré cet exemple. Voilà, il a une maman qui fait ce qu'elle aime. Voilà. Le seul couac qu'il y a eu à cette époque-là, c'est que pendant que j'étais dans mon école, j'ai été chassée pour un autre poste de DRH que j'ai accepté. Et en fait, ce poste, je suis rentrée fin décembre d'Inde. J'avais fait 4 mois de mission humanitaire. Il me restait 2 mois à faire et j'avais négocié avec l'entreprise de pouvoir les faire en 2025. J'ai pris le poste en janvier. Sauf que tu parlais de séparation tout à l'heure. En fait, mon voyage en Inde, il m'a vraiment reconnecté à moi-même et j'ai compris aussi autre chose, c'est que pour avancer sur mon chemin, il fallait parfois laisser des choses, laisser des relations. Et donc, avec mon mari, on a pris la décision de divorcer. Donc, en janvier, quand j'ai commencé ce nouveau poste, donc il y avait la séparation, j'ai dû déménager, j'ai dû m'occuper aussi, voilà, je devais m'occuper de mon fils. J'avais tout en même temps qui arrivait, mais j'ai tout géré, on va dire, de front. Et je me suis rendu compte extrêmement rapidement qu'en fait, c'était une erreur d'avoir pris ce poste. Mais il m'avait attendu pendant tellement longtemps que je me sentais un peu obligée. Sauf que j'ai mis un terme à ma période d'essai. Donc, j'ai été embauchée le début janvier et vers la fin du mois d'avril, j'ai mis un terme à oui, fin du mois d'avril, fin du mois de mars, j'ai mis un terme à ma période d'essai. Et ça m'a soulagée énormément. Et donc, je venais juste de créer mon ONG. En février, j'ai créé mon ONG pendant que je bossais. Parce que pareil, une question que je me suis posée, que je me pose maintenant souvent quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est pourquoi j'attends? Alors parfois, il y a une bonne raison d'attendre. Et puis parfois, en fait, on attend Oui, parce qu'on a peur, parce qu'on attend que ce soit parfait, parce qu'on se dit mais je serai pas capable, hein, le syndrome de l'imposteur et tout et tout. Et là, je me suis dit non, mais en fait, non, je veux créer mon ONG maintenant. Et, hein, il faut savoir quelque chose, c'est que créer une ONG, c'est d'une simplicité. Alors, du coup, c'était mes questions suivantes. Parce que souvent, quand on fait ce chemin de développement personnel, de développement de soi, on se reconnecte aux dons, on se reconnecte à ça et on a envie parfois de faire de l'humanitaire. Moi, je sais que ça fait super longtemps et d'ailleurs, on va être partenaire très bientôt sur le programme Fame, donc je suis très, très contente de ça. Et du coup, comment on fait pour créer une ONG et qu'est-ce que ça demande en termes peut-être déjà de temps, d'administratif, tu vois? On se dit, c'est la mer à boire. Moi, déjà, quand j'avais voulu intervenir dans l'humanitaire, c'est pareil, on m'avait dit, bah non, on ne peut pas vous accueillir, alors que toi, tu as juste envie de mettre la main à la pâte, tu as juste envie de te rendre sur place pour aider, et tu dis, bah non, tu peux pas parce que t'es pas ci, t'es pas ça, donc en fait, tu peux pas faire d'humanitaire. Donc, tu crées peut-être un peu ton poste rêvé finalement. Donc, comment on fait et voilà, comment En c'est? fait, une ONG, c'est une association humanitaire. Donc, c'est une association loi 1901. Créer une association, je pense que moi, en moins d'une demi-journée, j'avais tout fait. Ça veut dire que il faut être deux, hein. Une association en France, il faut être deux, sinon c'est plus une association. Mais moi, j'ai pris donc le cofondateur de l'ONG, c'est un ami en France, donc c'était le guide francophone que j'avais rencontré là-bas. Et donc, on a tous les deux créé l'ONG. Donc, ça veut dire écrire des statuts. Il y a des modèles sur Internet, hein. Donc, la seule question à se poser Sur qui est ChatGPT, importante, sur ChatGPT, il y a au des. chat, mais carrément. Non, mais maintenant, en fait, c'est plus, si on le fait pas, c'est juste qu'on se trouve une excuse parce que Ouais. maintenant, il n'y a aucune difficulté pour faire ça. Moi, je me suis aidée aussi de ChatGPT, surtout pour vérifier que je n'écrivais pas des bêtises. Par contre, le seul truc où il faut vraiment réfléchir, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mon ONG, elle sert à quoi? C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est quoi mon objectif? Qui j'ai envie d'aider et comment? Et donc moi, c'était clair que depuis toujours, je voulais aider les enfants. Et donc j'ai créé, donc le plus important, c'était l'objet. Dans les statuts, c'est le pourquoi. Et donc moi, mon pourquoi, il est extrêmement clair, c'était m'occuper des enfants qui sont soit des enfants oubliés, des enfants défavorisés, voilà, bah, les enfants qui sont les plus vulnérables en fait. Et j'ai été Est-ce que, suffisamment, est-ce que Sophie, c'est une cause, pourquoi cette cause, elle t'a touchée? Les en enfants fait, oubliés, est-ce qu'il y a une histoire derrière? ouais, moi depuis toujours, en fait, je suis extrêmement touchée par les enfants. Bah, je pense le fait d'avoir un fils, ça m'a énormément touchée. Puis moi, j'ai beaucoup voyagé
Et j'ai vu en fait cette misère dans mes voyages et je me sentais impuissante. Je me sentais impuissante et là, je me suis dit, OK, tu vas pas changer le monde et encore. Mais je me suis dit, bah, fais ce que tu peux faire et fais de ton mieux. Et de toute façon, ce sera toujours mieux que aujourd'hui, il n'y a rien. Enfin, que ce que tu vas faire, en fait, sera toujours mieux que de ne rien faire. Et donc, moi, j'ai les Attends, enfants, pour moi, c'est notamment l'éducation des enfants. Quand je vois comment sont certains adultes, je me dis que l'éducation des enfants est quand même une clé pour l'humanité sur beaucoup de sujets et je suis extrêmement sensible à l'éducation. Alors bien sûr, il y a toute la partie pauvreté. Voilà, avant d'éduquer un enfant, il faut qu'il ait à manger. Voilà, il y a des c'est de besoins, base, bien sûr, de besoins vitaux. exactement, les besoins de base. Mais moi, ça m'a toujours énormément touchée pour les avoir vus en fait. Et c'est vrai que j'ai eu cette conviction intime que c'était à Varanasi que je voulais le faire parce que déjà c'est une ville que j'aime profondément quand j'ai fait ma mission humanitaire dans une ONG qui s'appelle Kula Asman à Varanasi, où j'ai vu ces enfants. Ah, mais c'est incroyable, ils vivent des trucs horribles et ils donnent tellement d'amour. Et je me dis, si ces enfants-là, on en prend soin et qu'on continue qu'on les aide et qu'on leur montre que le monde peut être plus juste et plus équilibré, ils deviendront des adultes aussi équilibrés. D'ailleurs, le nom de mon ONG, c'est Samyak Solidarity Foundation et Samyak en sanskrit veut dire équilibre. Hmm. J'y tiens beaucoup, l'équilibre. De toute façon générale, c'est quelque chose. Ah, c'est obligatoire, hein. Voilà. Et donc c'est créer des statuts et moi, je les ai mis suffisamment larges parce qu'en fait, mon objectif pour cette ONG, c'est créer des écoles à travers le monde. C'est pas qu'en Inde. Moi, j'aimerais rayonner à travers le monde. Mais au début, les premières actions, c'est en Inde. Et donc, une fois que j'avais créé mes statuts, j'ai fait une assemblée générale constitutive. Hein, donc, c'est un WhatsApp, voilà, peu importe en fait, avec la personne avec qui on veut cofonder l'ONG. Et bon, ben, c'est pareil, le formalisme, c'est très simple à trouver sur Internet. Et donc, on suit des règles qui sont d'une simplicité sans nom sur qui fait quoi dans l'ONG, quel est le rôle de chacun, est-ce que oui ou non, on peut générer des revenus en vendant des choses, parce que il faut le prévoir si on veut vendre des choses. Et une fois que j'ai fait ça, ben, c'est en ligne. En ligne, j'ai tout déposé avec nos cartes d'identité ou passeport. Et puis après, ben, on a une réponse en disant, là, c'est bon, votre association est créée. Après, il s'agit juste d'ouvrir un compte bancaire pour pouvoir recevoir des dons, créer éventuellement un site internet ou une page Hello Asso. Donc moi, la première chose que j'ai fait, c'est créer une page Hello Asso. Et puis après, mais on fait quoi? Concrètement, on fait quoi? On fait quoi? C'est ça. C'est ça. Et est-ce que c'est Exactement. difficile de trouver justement qu'est-ce que Non. tu fais? Parce que toi, ta mission, elle est, enfin, je m'y attendais pas. Elle est géniale. Ouais. Moi, c'est pas, enfin, c'est franchement, créer une association, ça vient d'un besoin. Créer une ONG vient d'un besoin. On voit qu'il y a un besoin. Et donc, c'est une façon de mettre un cadre administratif et clair, et pour recevoir des dons et tout ça. Mais moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Shivendra, qui est le cofondateur et qui est indien et qui vit à Varanasi, m'a dit un jour, parce qu'il savait que je voulais aider les enfants, il m'a dit, tu sais, en face de Varanasi, de l'autre côté du Gange, il y a une prison pour enfants, à Ramnagar. Et il me dit, avant, il y avait une ONG qui y était, mais je ne sais pas s'ils y sont encore, mais on pourra aller voir. On va voir. Eh ben, on y allait. Alors, il faut savoir quand même aussi que selon le pays où on agit, ça peut être plus ou moins facile. En Inde, c'est extrêmement facile. C'est-à-dire qu'on a rencontré la directrice tout de suite. Elle nous a dit, ne nous donnez pas d'argent, parce qu'en fait, il y a plein de lois anticorruption. C'est administrativement compliqué même en Inde. Elle dit, faites des choses. Donc on a demandé de quoi vous avez besoin. En fait, l'humanitaire, c'est ça. C'est pas moi, j'ai décidé que j'allais faire ça. C'est de quoi avez-vous besoin? Et elle dit, ben, par exemple, on a besoin, les enfants, ils sont scolarisés, mais il faudrait leur apprendre un métier. Donc, ce sont des enfants qui sont mineurs. À 18 ans, ils sortent. Et donc, l'idée, c'est de leur apprendre un métier. Donc, on est allé voir les filles et on leur a dit, vous voulez apprendre quoi? Elles veulent quasiment toutes être esthéticiennes. C'est fou On ça. est allé voir les garçons, ouais. Et tu vas voir le cliché. On est allé voir les garçons et on leur a dit, vous voulez faire quoi? Apprendre l'informatique. Non, mais c'est incroyable comme quoi, hein, tu Ouais. vois.
Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, donc ça, c'était la première fois, ils nous ont dit ça. Moi, je suis rentrée en France. Quand je suis retournée en Inde, on est retourné la voir. On est retourné voir les deux directrices, celle des garçons, celle des filles. Et là, on a dit, bon, ben ok, on a trouvé un professeur d'informatique et une professeure d'esthétique. On va acheter le matériel parce qu'on a des programmes. Elle a dit, ok, est-ce que vous pouvez faire ça sur 3 mois parce qu'on a des filles qui vont bientôt partir? On a demandé à la prof, elle a dit oui. En fait, tout est simple. OK, on peut le faire sur 3 mois. Donc, au lieu de le faire sur 6, on double les cours pour que ce soit sur 3. OK. On est allé acheter le matériel avec les profs. Et la troisième fois, troisième visite, on a installé le matériel et ils ont eu leur premier cours. Et à la fin des 3 mois, donc là, je repars le 30 juin et j'y serai pendant ce temps-là. À la fin des 3 mois, on va donner des certificats qui, la France est un pays de diplômes, voilà, là-bas, ça aura de la valeur. Ils vont dire, ces filles-là, elles vont dire, moi, j'ai appris l'esthétique avec une prof grâce à SSF. Eh ben, elles vont être embauchées et ça aura de la valeur. Et donc, la dernière fois, on était à la prison et la directrice des filles, donc ils sont dans deux bâtiments séparés, est venue nous dire qu'ils ont un problème avec l'eau, l'accès à l'eau. Ah. Il y a beaucoup de coupures, ils doivent faire venir des camions citernes. Et donc, en gros, pour réparer le système, c'est entre 10 000 et 15 000 roupies. Donc, je sais pas, 120 euros Ah à ouais. peu près. Ah ouais, ouais. Entre 120 et 200 euros. C'est rien pour nous. Mm. Et donc, on a dit que, voilà, dans les levées de fonds qu'on fait, parce qu'on fait des levées de fonds, on allait essayer d'avoir ça. Donc, en gros, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, moi, nous, c'est comme ça que ça s'est passé. On a su qu'on voulait travailler dans cette prison pour aider ces enfants-là, qui sont clairement des enfants orphelins, abandonnés. Ils ont fait des délits liés à la mendicité, des délits mineurs, on va dire. Par exemple, ne pas payer le train parce qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils voulaient fuir une famille violente. Des filles qui sont tombées amoureuses d'un garçon qui pensait faire leur vie avec, sauf qu'il les a maltraitées, mais elles ne pouvaient plus retourner dans leur famille parce qu'elles étaient répudiées et donc elles se sont retrouvées dans la rue, donc elles ont fini là. Euh, Ouais, donc et nous, on s'est dit, on c'est veut pas les des aider. délinquants, c'est pas des délinquants. C'est ça. C'est ça. Il y a un autre endroit où il y a des vrais délinquants, hein, ce qu'on peut appeler ce que nous on appellerait des vrais délinquants, des vrais délits ou des crimes, mais eux, c'est pas le cas. Et nous, on s'est dit, OK, c'est eux qu'on veut aider. On fait quoi? Donc ben, après, c'est simple, hein. OK, on veut une prof. D'accord. Ça coûte combien, une prof? Voilà, ça coûte tant. On veut du matériel. Quel matériel? OK, ça coûte combien? Et donc, on a fait tout ça. Et, euh, et donc, on a estimé le prix du programme pour les filles, du programme pour les garçons. Et j'ai fait des appels de fonds. Moi, je suis pas une pro des réseaux, je suis pas une pro de la communication. C'est pas mon talent, c'est pas mes compétences. Et ben, c'est pas grave. En fait, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ben, c'est pas grave. Tu fais un reel face cam. Tu sors de ta zone de confort, c'est pour les enfants. Et donc, j'ai fait un reel, j'ai documenté et finalement, on a réussi à lever les fonds. Et donc, c'est pour ça que quand on y est allé, on a pu embaucher les profs, acheter le matériel et tout installer. Et très honnêtement, c'était pas si compliqué. Et quand on voit les résultats aujourd'hui, ben ça valait vraiment le coup, quoi. Ça valait D'ailleurs, vraiment le coup. d'ailleurs, tu touches un point qui est très important. Effectivement, quand on voit le coût d'une réparation de plomberie à 120 euros pour nous, alors que pour eux, c'est l'accès à l'eau, Oui, on se dit, mais finalement, tout le monde peut contribuer. oui, Et du coup, toi, ton association, elle vit avec les dons. oui, Pour l'instant, tu n'en vis pas, tu es bénévole dans ton association. Forcément, le but à terme, ce serait de pouvoir vivre de ton association pour que tu puisses être à plein temps à t'occuper de ces enfants-là, ou en tout cas de faire vivre cette association. Pour l'instant, tu es coach RH indépendante pour pouvoir nourrir ta propre famille et ton propre rythme de vie. Mais c'est ça. les associations fonctionnent par dons. Et ce que j'ai envie de dire à travers cet épisode, parce que nous, Fame, on va être partenaire, chaque programme vendu sur la cohorte du 1er novembre qui est dédié aux femmes, on va prendre une somme qui sera donnée à l'association. Il faut encore qu'on discute ensemble toutes les deux de comment on fait ça. Mais ne serait-ce que 5 euros ou 10 euros, si c'est par personne,
ça fait déjà une grande différence pour des enfants là-bas. Pour, ou une Ouais, préparation ou un truc. Enfin, nous, on n'a pas cette notion-là. On se dit tout de suite, quand il faut faire un don, il faut que ce soit obligatoirement 1500, 2000 euros, sinon on n'est pas bien. Mais en fait, il n'y a pas de petite monnaie. C'est même non, un, ça, 2, oui. 10, 20. C'est ça, en fait. Tu n'as pas de versement minimum. Ouais. Non, non, le minimum, c'est 1 euro, quoi. Voilà, les gens, ils peuvent donner 1 euro. Et en fait, pour donner une idée un peu des prix là-bas, c'est un ordinateur. Donc, les ordinateurs qu'on a achetés, on en a acheté deux. La totale, hein, donc c'est pas des laptops, hein, c'est vraiment des ordinateurs. L'unité centrale, le clavier, l'écran, la souris, la totale, avec la maintenance, 100 euros Ah ouais. pour un. Mais non, mais j'imagine. Pour les filles, le matériel qu'on a acheté, donc on a acheté du matériel d'esthétique. Je vous raconte pas les filles, c'est tout le truc pour apprendre, donc plusieurs kits pour apprendre l'épilation. Donc elles font avec, tu sais, les fils, l'épilation à la cire aussi. Il y a du maquillage, il y a un tas de trucs. Donc c'était l'équivalent, franchement, 60 euros. Oh là là, alors que chez nous, Ah, c'est mais un truc. pas. Alors donc ça, il va falloir que nous on continue. Alors ce qui nous coûte le plus cher là pour l'instant sur ces deux programmes, c'est les professeurs. Les professeurs et on va quand même renégocier aussi leur salaire hein, parce que on apprend. Et moi j'ai commencé à me faire la réflexion que quand on vient travailler dans une ONG, le but c'est pas de s'enrichir, on le fait pour donner de soi. Donc c'est normal qu'on les rétribue pour leur travail. Mais je veux m'assurer qu'ils sont là pour les bonnes raisons aussi. Ben, en fait, c'est aussi du management, de la gestion de plein de choses, hein, une ONG. Mais pour vous donner une idée, aujourd'hui, la prof d'esthétique, elle est payée pour 2 heures par semaine, 2200 roupies, ce qui fait 25 euros. Ce qui en fait est beaucoup, du coup. Ce qui en fait Oui, est c'est beaucoup. beaucoup pour eux. Eh oui. Voilà. Et donc là, on travaille sur un autre programme avec Kula Asman, l'ONG où moi j'ai fait ma mission humanitaire. Et en fait, là, les enfants, en ce moment, ils sont en vacances en Inde. Il fait très, très chaud. Donc, c'est les vacances, l'équivalent de nos vacances d'été. Ils reprennent les cours le 1er juillet. Donc, c'est au début de la mousson. Et si vous voyez l'état des sacs de cours, des trousses, des machins, ils ont du matériel scolaire, vraiment, c'est tout pourri, quoi. Et Voilà. donc, on va créer avec l'ONG, avec Kula Asman, on va être partenaire pour fournir aux enfants du matériel. Donc là, je me suis rapprochée de l'école de mon fils pour demander des stylos, des cahiers, des trucs comme ça. Mais ce que je voudrais, c'est sur place, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, c'est faire un programme de rentrée scolaire, donc leur offrir un super repas. Voilà, on fête la rentrée, donc les gâteaux, les machins, un super repas. Alors quand je dis super repas, il y a 100 enfants, ça va me coûter 40 euros. Hein. Mhm. Juste aussi pour donner une idée. Donc, un don de 40 euros, ça paye le super repas des enfants. Mon Et Dieu. surtout, leur offrir à cette occasion des cartables, des gourdes, des trousses, voilà, du matériel de qualité, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même c'est compliqué. Et donc, oui, tu as raison, l'asso, aujourd'hui, elle vit des dons. Mais à terme, eh ben, l'idée, c'est aussi de trouver des subventions publiques, des partenariats, des sponsors. Il y a certaines personnes qui font des dons mensuels, c'est-à-dire qu'il y a un virement mensuel qui tombe. Et même, il y a une nana, elle me fait un virement de 10 euros par mois. Et ben, je trouve ça génial, en fait. C'est Ah oui, 10 parce que euros ça te par mois permet de qu'elle voir donne. aussi. Et ouais, et puis ça te permet de voir aussi sur le long terme Oui, qu'est-ce qui est faisable pour ouais, les enfants. Tu peux économiser pour leur offrir un truc plus gros. C'est exactement, c'est- exactement. c'est génial, le système d'abonnement, c'est exactement et Ouais, tout le monde. ouais. Donc après, pareil, moi j'ai appris, j'apprends sur Hello Asso, moi j'ai découvert ce système, j'apprends à faire un site internet parce que bien sûr, c'est moi qui fais le site internet, j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour faire le site internet. Et puis ça me permet d'apprendre aussi. Moi j'aime bien avant de déléguer, Mhm. apprendre à faire les choses. Mais voilà, pareil, là il y a aussi cette idée de dire, OK, c'est mon bébé, cette ONG, mais on n'y arrivera pas à deux. Et donc, c'est aussi ouvrir les portes pour soit des partenariats, soit ben, des bénévoles. Donc, par exemple, on veut offrir aux bénévoles, tu sais, la possibilité de déclarer aux impôts et avoir un reçu fiscal. Et donc, il y a une de mes anciennes collaboratrices.
qui a pris sa retraite et qui m'a dit, j'ai très envie de t'aider. Donc, merci Catherine. Et donc, c'est Catherine qui est en train de regarder, bah, parce que voilà, c'est de l'administratif, bah, c'est une tâche parmi toutes les autres, mais celle-là, elle est extrêmement importante. Donc, elle est en train de regarder comment on fait, quels sont les documents à donner. Voilà, donc c'est aussi accepter de s'entourer et qu'il y a des choses qui vont pas être faites comme moi, je les ferai, mais ben voilà, déléguer en fait, hein. Déléguer, et c'est comme ça qu'on Ouais. va grandir et qu'on aura de plus en plus d'impact et peut-être un jour acheter un terrain à Varanasi pour construire une école dessus. Ce sera peut-être Tout à notre l'heure, première tu sais, école. juste avant qu'on démarre le podcast, tu sais, je sais pas si tu as vu, je dis, mais pourquoi c'est tombé ça? Il y a un truc qui est tombé de mon mur, qui est toujours accroché. Il est tombé de mon mur, il est tombé sur mon bureau. Je vais te montrer ce que c'est, ce qu'il y a marqué dessus. Je sais pas si tu lis. Il y Si a vous marqué, pouvez le rêver, vous pouvez le faire. c'est pas dingue? Le truc, il Il est est accroché tombé à mon juste mur. avant? Oui, Mais, c'était ça. mais oui, c'est ça qui est tombé. C'est ça qui est tombé. Incroyable. Ça fait 4 ans ça tombe à ce moment-là. Je me dis, c'est incroyable. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et je crois que tu es l'incarnation totale de si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et je suis sûre que tu as des rêves encore plein la tête. La dernière fois, tu me parlais de pourquoi pas faire construire des logements pour accueillir les enfants Ouais. qui ont 18 ans, pour les aider. Parce que c'est vrai que quand tu n'as pas été du tout dans la vraie vie et que tu n'as pas de parents pour te soutenir, parce que mine de rien, tu te sens très seule en fait. Et quand tu as 18 ans, bah, tu es comme ça et que tu n'as pas de logement et que tu dois tout chercher et que bah, c'est difficile. Donc, Ouais. euh, donc, tu voulais C'est faire vrai des que, logements pour les accueillir et ça c'est chouette. Tu vois, c'est des beaux projets. ouais. Parce que c'est vrai qu'au-delà de les former à un métier, ce qui est déjà génial, moi je me dis, ces enfants-là, je les ai vus, hein. Je les ai vus, les jeunes filles, voilà, elles ont fraîchement, en fait, elles vont sortir parce qu'elles vont avoir 18 ans. Moi, je me revois à 18 ans, on a encore besoin d'aide, en fait. Et je me dis, OK, elles vont sortir, elles vont peut-être trouver du travail, mais est-ce qu'elles vont savoir comment se loger? Elles vont se retrouver peut-être toutes seules. Donc oui, j'aimerais beaucoup construire une sorte de pension, en fait, pour accueillir ces enfants qui sortent de prison en transition. Ça va, vous venez là, on vous aide à trouver un logement, à vous autonomiser et tout, et quand vous êtes prêts, vous volez de vos propres ailes, mais on est toujours là quand même s'il y a besoin, en fait. L'idée, dans l'humanitaire, dans les programmes de développement, l'idée, c'est vraiment de ne pas rendre les bénéfices, ce qu'on appelle les bénéficiaires dépendants de l'aide. C'est vraiment, je t'aide maintenant, mais je te donne tous les moyens de vivre ta vie dans les meilleures conditions possibles sans nous. Donc c'est Bien ça sûr. vraiment l'objectif, c'est C'est leur donner d'accompagner. des ailes, comme tu ferais à n'importe quel enfant. C'est l'éducation qu'on est censé leur donner, enfin l'élévation qu'on est censé leur donner. C'est vraiment leur donner des ailes pour qu'ils puissent voler à leur tour et transmettre. En tout cas, je trouve ton projet extraordinaire. On a envie de te soutenir comme c'est pas permis. Moi, je sais déjà que je vais te soutenir cette année, c'est certain, l'année prochaine certainement. Et du coup, mais j'ai envie qu'on fasse un petit appel euh, humanitaire, c'est-à-dire que avec n'importe quelle somme, 1, 2, 10, 20, 500, 10 000 euros, vous pouvez faire changer, transformer la vie d'enfants. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et plutôt que de se dire, bah non, je peux pas, voilà, je sais que voilà, il y a l'été qui arrive. Et c'est pas du tout en mode pour culpabiliser ou quoi, mais je sais qu'on va tous partir en vacances, on va tous aller au resto, on va tous partir, se prendre l'avion ou faire un truc. Euh, franchement, c'est pas pour 10 euros qu'on va pas pouvoir le faire concrètement et rien que de le donner. Et je trouve ça tellement beau de pouvoir contribuer. L'être humain est fait pour la solidarité, pour contribuer. C'est dans ces zones-là qu'on se sent le plus utile. Donc ton site internet, c'est donc ton association, c'est Samiac Solidarity Foundation, donc Ouais, SSF. Et SSF. donc, tu as ton site qui est en cours de réalisation, forcément, parce que Ouais, tu es en train de le faire. Et on c'est appelle ça. au bénévole si jamais vous voulez lui donner un petit coup de main, on ne sait jamais. Et puis, du coup, si on veut te faire un don, tu vas me passer ton lien, bien entendu. Hello Asso, Ouais. c'est ça? Je vais le mettre dans Alors, les ouais, commentaires. soit sur Hello Asso et ceux qui veulent pas payer par tu sais, Hello Asso, faut payer en carte bleue sur le site. Il y en a, c'est déjà arrivé qu'on me demande directement le RIB Mm, mm. de SSF et en fait je peux envoyer le RIB sans problème, soit pour un don ponctuel, soit pour les dons réguliers.
Ça, c'est Ceux qui possible. veulent donner du cash parce qu'ils font du blanchiment d'argent, c'est possible aussi ou pas? Non, Ouais. Bon, on en parle en off. discrètement, en privé. Mais tu sais, il y a une amie, il n'y a pas très longtemps, quand j'ai un peu tout plaqué pour ce rêve, en fait, qui est vraiment, j'ai l'impression, voilà, ma mission de vie. Elle m'a dit, mais Sophie, parce que il y a des moments de doute, bien sûr. Voilà, je suis passée d'un salaire très, 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 très confortable de DRH au chômage qui est pas génial. Enfin, et il y a des moments un peu de doute et tout ça, enfin de doute, un peu compliqué, mais jamais de doute. Et elle m'a dit, mais Sophie, mais qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller au bout de ça? J'ai pas réfléchi une seconde et j'ai dit, rien, rien ne m'arrêtera, en fait. Il y a rien qui peut m'arrêter parce que je sais que c'est la juste place pour moi et qu'en fait, je vois l'effet que ça fait. Ouais. La dernière fois que j'y étais, quand j'ai vu les enfants qui apprenaient les sourires, en fait, ils sont devant un ordinateur, ils manipulent l'ordinateur et tout ça, ils apprennent des nouvelles compétences et en fait, ça leur amène de la joie et surtout, je pense, de l'espoir pour plus tard. Et Dieu sait qu'on en a besoin, de l'espoir. Ouais, Hmm. grave. En tout cas, merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces informations. Comme quoi, tu vois, on peut prendre de l'ayahuasca, on peut être maman divorcée, on peut faire un burn-out, on Tir peut au bout du monde, oui. se J'en ai fait, reconvertir. j'ai fait un burn-out aussi, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais je suis aussi passée par là. Ben Mais oui, on peut tout on faire. se remet de tout en fait avec cette flamme à l'intérieur qu'on a en fait et donc qu'on peut et je sais que t'aides les femmes à Ouais, la faire c'est tellement flamber quoi. réussi. Elles sont capables. On est capable, même en traversant les flammes. Ouais. Même en traversant l'enfer, on a cette capacité en nous et on a tendance vraiment à la minimiser et à se dire qu'on n'est pas capable. Et s'il y a bien un truc qu'il faut rallumer dans la femme, c'est qu'elles sont toutes capables. On a les ressources, on a ça en nous et tout est possible. Et quand je vois des femmes comme toi qui ont traversé tous ces trucs, je me dis, ben voilà, c'est ça en fait. Et c'est porteur d'espoir, c'est porteur d'amour, c'est porteur de bonheur. Donc, Et puis s'autoriser à rêver grand parce que moi j'ai rencontré des femmes, j'en ai accompagné une il y a pas très longtemps qui savait même pas se reconnecter à ses rêves. Elle eh ouais. savait même plus que c'était ses rêves en On fait. voit très petit. On voit très, très, très petit. C'est ça. D'ailleurs, souvent, comment ça un rêve? Comment ça un rêve? C'est quoi un rêve? Comment ça? Ben non, je rêve pas, il faut garder les pieds sur terre. J'y arriverai Moi ce jamais. que je dis tout le temps, c'est si vous avez un rêve, posez une date et ça deviendra un objectif. C'est ça, c'est ça. Et puis si on peut le rêver, moi je crois en Dieu, tu vois, je Sors crois en ton la papier, divinité. sors Mais ton oui, voilà, papier. si on veut le rêver, on peut le faire. Mais je crois vraiment à ce truc du divin, tu vois, que si on canalise une idée, si on canalise quelque chose, et encore une fois, il faut ouvrir son esprit à ça, mais si on arrive à le canaliser, c'est qu'il y a un chemin. Et que si on traverse tout, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Ouais. Donc, euh, donc en tout cas, tu es porteuse de ce message aussi, Oui. Sophie, je le sais, et on partage ces mêmes valeurs qui sont là. Donc, en tout cas, merci pour cette interview. Je transmets, du coup, on va mettre le lien Hello Asso ou tes coordonnées. Je pense que ce sera même plus simple, ton Ouais. Instagram. Et vous pouvez la contacter directement. Vous contactez Sophie. Elle est en plus hyper accessible, hyper gentille et hyper engagée dans cette mission. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et puis, moi, je suis ravie de pouvoir soutenir cette cause. Bah, avec le 1er novembre, j'ai presque hâte d'y être, tu vois. Et puis, je suis ravie de t'avoir rencontré. Voilà. Merci Samantha. Merci pour ton aide. Merci beaucoup. Gros, gros bisous. À très, très vite. Bisous. Et À puis, très euh, vite. N'oubliez pas, vous êtes nés pour vibrer. Partagez cet épisode autour de vous pour contribuer à la vie des enfants. On vous embrasse fort. Bye bye. Bye.